Bonjour à tous. Alors aujourd'hui, nous allons parler d'une œuvre principale qui me tient tout particulièrement à cœur. Car premièrement, elle se situe durant l'Antiquité, période de l'histoire que j'affectionne tout particulièrement. Et deuxièmement, elle aborde un sujet qui nous concerne tous. Il s'agit de la rhétorique. La rhétorique, c'est la science et l'art se rapportant à l'effet du discours sur les esprits. Et selon vous, quel est ce livre qui développe ce long débat sur la rhétorique? Eh bien, il s'agit de Gorgias, écrit par Platon. Alors, pour commencer, il faut avant tout définir l'époque. Comme je le disais, il s'agit d'un livre datant de l'Antiquité sous forme de discours écrit par Platon. Il s'agit donc d'un livre appartenant au dialogue de Platon, au nombre de 27 ou 28, si l'on inclut l'Alcibiade, parfois considérée comme inauthentique. En effet, Platon, disciple de Socrate et maître d'Aristote, philosophe du 5e siècle avant notre ère, a retranscrit différents débats entre différents philosophes de la Grèce antique. Et un de ces dialogues se nomme Gorgias. Je vais donc vous fournir un résumé du livre Gorgias, écrit par Platon, que vous pouvez trouver d'ailleurs dans la collection de poche Librio, au prix de seulement 2 €. C'est parti! 5 rhéteurs athéniens, Socrate, Chéréphon, Gorgias et Polos, se retrouvent dans la maison de Calliclès, à une date estimée entre 412 et 413 avant notre ère. Dans un contexte où la rhétorique influence considérablement la vie démocratique athénienne, Socrate souhaite définir, par le biais d'un entretien dialectique, ce qu'est la rhétorique. Et plus précisément, déterminer si elle est un art et en quoi elle sert la vie politique. Selon lui, la rhétorique est immorale, car elle vise à plaire, à séduire la foule par des illusions, elle fait primer le plaisir sur le bien. Très vite, les personnages débattent de manière virulente, non seulement de son utilité, mais des liens qu'elle doit entretenir avec la justice pour mener les hommes au bonheur. Il en vient donc dans un premier temps de définir ce qu'est la dialectique. Eh bien, la dialectique, c'est l'art de conduire un raisonnement rigoureux sous la forme thèse, antithèse, synthèse. C'est donc lors de la confrontation entre une thèse et une antithèse qu'on peut déboucher sur une synthèse et donc parvenir à une vérité. Elle se distingue donc de la rhétorique qui se rapporte plutôt aux formes du discours. Socrate engage la discussion dans un premier temps avec Gorgias, puis avec Polos, et pour finir avec Calliclès. Le premier défaut du pouvoir de convaincre, autrement dit la rhétorique, est qu'il ne se préoccupe pas de la vérité, mais des apparences. En somme, il s'appuie sur la croyance plutôt que sur la connaissance. Dans la mesure où la politique se définit comme l'art qui se soucie de l'âme, au même titre que la médecine et la gymnastique s'occupent du corps, la rhétorique qui devrait porter sur la justice, appelée médecine de l'âme, apparaît comme une contrefaçon. C'est pourquoi Socrate l'accuse de nuire à la politique et donc à la démocratie. Pour Calliclès, nature et loi se contredisent. C'est le peuple et les plus faibles qui décident de la loi en leur faveur, arguant que l'égalité est nécessaire au bien de la cité. En réalité, nous devrions suivre l'enseignement de la nature, selon lequel la force fait justice. À en croire Calliclès, il est naturel que le rhéteur jouisse du droit d'exercer son pouvoir et d'obtenir de celui-ci ce qu'il désire. Il doit jouir sans entrave. Et d'ailleurs, cela nous rappelle la volonté de puissance de Nietzsche. Mais une question se pose. En suivant ses désirs, le rhéteur peut-il prétendre au bonheur? Sans cette maîtrise de soi appelée tempérance, l'âme n'est guère qu'une passoire destinée à rester toujours vide. Pour Socrate, il faut donc avant tout distinguer les plaisirs bons et utiles des plaisirs nuisibles. Les premiers sont ceux qui sont bons pour soi, car ils améliorent l'homme, et mènent forcément à une vie de justice, et donc à une vie heureuse. Le philosophe va plus loin. Mieux vaut subir l'injustice que de la commettre, affirme-t-il. En effet, du point de vue moral, on distingue les choses agréables et utiles, qui sont aussi les choses belles, et de l'autre, les choses douloureuses et inutiles qui sont mauvaises. Polos concède à Socrate que commettre l'injustice se situe du côté des choses laides.
Or, aucun homme ne peut souhaiter se livrer volontairement à une action laide, au risque de finir par ressembler à son action et devenir malheureux. Selon Socrate, la philosophie demeure le plus beau combat sur la Terre. Elle est un engagement à l'échelle d'une vie qui permet de viser un idéal de justice et de vivre avec les éternels plutôt qu'avec les hommes. À sa mort, l'homme n'est qu'une âme dépouillée dont les dieux décident si elle est assez bonne pour mériter de vivre sur les îles des bienheureux, ou si elle doit rejoindre la prison appelée Tartare. Face à la vie politique, qui se propose de gagner la reconnaissance par la flatterie au mépris de la justice, Socrate plaide pour la vie philosophique, associée au bien et à la justice, et donc au bonheur éternel.